Bonsoir, bienvenue dans le talk de France Info. Comment allez-vous le chat? On se retrouve tous les jours sur Twitch et en podcast audio pour les personnes qui préfèrent nous écouter, c'est possible. Et on parle, on s'arrête tous les jours sur un sujet d'actualité, un seul par jour. Et on est avec des invités qui sont là en plateau avec nous. Et puis vous, dans le chat, vous réagissez, vous posez vos questions. N'hésitez surtout pas à vous emparer du chat si jamais vous nous suivez sur Twitch, puisqu'on est là pour ça. Voilà, on a vraiment fait le choix de s'arrêter sur un seul sujet pour essayer de creuser un petit peu, d'aller au fond des sujets, comme on dit. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. On va parler d'ailleurs d'un sujet que vous nous avez beaucoup demandé sur Discord ou par message dans le chat, parce que souvent, on vous demande aussi de nous faire part des envies que vous avez, des sujets que vous aimeriez voir traités dans le talk. Et donc, ce sujet-là, c'est celui de l'eau. Donc, on va parler de la sécheresse. Le printemps, c'est la fin de la période de recharge des nappes phréatiques et le déficit de pluie est de 10% en moyenne en France. Alors, la moitié nord a été plutôt bien arrosée, mais en région PACA, par exemple, les sols sont secs malgré les pluies du mois de mars. Et dans les Pyrénées-Orientales, même chose, les pluies n'ont pas permis de recharger les nappes. Quant à l'été qui arrive, eh bien, il se pourrait bien qu'il soit pire que le précédent. Désolée, hein, je n'ai pas envie de vous déprimer, le chat, mais voilà. Ce sont les modèles météorologiques de prévision saisonnière qui l'annoncent. L'été 2023, donc, qui s'annonce anormalement chaud, avec possiblement plusieurs périodes caniculaires. Donc, c'est pas très rassurant quand on se souvient de l'été dernier. Qui avait quand même déjà atteint des records. 2000 communes avaient connu des problèmes d'approvisionnement en eau. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il y avait eu 343 communes qui avaient dû transporter de l'eau par camion-citerne et 196 qui avaient dû distribuer des bouteilles d'eau car elles ne pouvaient plus fournir d'eau au robinet. Et il y a un rapport d'inspection interministérielle qui a été présenté aujourd'hui, je crois, qui dit carrément que la France n'est pas suffisamment préparée pour faire face aux grandes sécheresses comme celle de l'an dernier. Autre rapport publié à la fin du mois de mars, c'est celui de l'ONU qui prévient, je cite, qu'une crise mondiale de l'eau est imminente et que les pénuries vont se généraliser. L'humanité est en train d'épuiser goutte après goutte l'eau. Ça, c'est ce qu'a déclaré Antonio Guterres. Et puis, vous vous souvenez aussi des affrontements autour des méga-bassines. Je fais les petits guillemets parce que sur le site de France Info, on écrit méga-bassines entre guillemets. Donc, je les refais à l'écran. Les affrontements autour des méga-bassines dans les Deux-Sèvres. Donc, des méga-bassines qui, pour les partisans, sont une réponse à la sécheresse et pour les opposants, le symbole d'un accaparement de l'eau au profit d'une agriculture intensive. On va en parler ce soir. Et d'ailleurs, la justice a validé hier la construction de toutes les bassines des Deux-Sèvres. Les modérateurs vous envoient des petits liens à ce sujet si jamais vous voulez approfondir le sujet en lisant des articles sur France Info qui vous expliquent tout ça dans le détail. Et puis pour terminer, on parlera du plan eau qui a été annoncé par le gouvernement. Emmanuel Macron a fixé un cap de 10% d'économie d'eau pour tous les secteurs à l'horizon 2030, sauf l'agriculture, premier consommateur d'eau. Et nos invités ce soir, Agnès Ducharme, bienvenue. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Vous êtes hydrologue et climatologue, directrice de recherche au CNRS et on est ravis de vous accueillir pour nous éclairer sur l'eau. Bienvenue. Étienne Monin. Bonjour. Salut, bonjour, bonsoir. Toi, pardon, je te tutoie parce qu'entre collègues, je ne me sens pas de vous On voyez. est dans les mêmes couloirs, ouais. Voilà, journaliste à France Info au pôle Sciences, Santé, Environnement. Et tu suis les questions de l'eau, mais pas que. Mais pas que. Ouais, Voilà. environnement, climat, tout ce qui a trait à ça. Bienvenue à Merci. toi. C'est la première fois que tu viens sur Twitch. Oui, je découvre le décor, tout à fait. Voilà, on est ravis. On peut peut-être commencer déjà par parler de la sécheresse. Si vous deviez, en gros, on est dans quelle situation en ce moment en France? Alors en ce moment, en France, on est dans une situation où les nappes phréatiques sont beaucoup plus basses que normalement à cette période de l'année. Donc il y a 80% des nappes phréatiques du pays qui sont sous leur niveau normaux. Ce qu'on appelle la norme, c'est la moyenne sur une trentaine d'années.
Et comme on entame la saison où en fait ces nappes phréatiques ne peuvent plus vraiment efficacement être rechargées par les précipitations, parce que les précipitations qui tombent à partir du démarrage de la végétation, et Mhm. c'est maintenant quand les feuilles font non, quand les arbres font des feuilles, pardon, que ça commence. Donc les précipitations qui vont nous arroser, et j'espère qu'il y en aura au printemps, à l'été, alimenteront les sols, mais seront reprises par la végétation. D'accord, Et donc c'est donc, la végétation qui capte qui les... l'eau. Ok. Exactement. Et donc, les nappes vont pas pouvoir se remplir à partir de maintenant, ou très peu. Or, ces nappes, elles alimentent par leur écoulement très lent le long de la topographie dans les bassins versants. Ces nappes alimentent les rivières, les milieux aquatiques, et puis tous les usages de l'eau qu'on peut faire à partir des prélèvements dans les cours d'eau. Et Étienne, est-ce que, par exemple, en termes de sécheresse, est-ce que la situation, là, au mois d'avril 2023, elle est plus ou moins pire que l'an dernier, par exemple? Si on refait le Ça film va de, dans quel sens? si on refait le film de cette année et qu'on se base sur ce que dit Météo France, en gros, on a eu un hiver qui a pas si mal commencé au mois de novembre. Novembre, décembre, janvier, il a plu, c'était pas ridicule, loin de là. Sauf que février, il y a eu un coup d'arrêt. Et février, il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'on a eu une période inégalée de sécheresse au mois de février. Mm. Et ça a totalement bloqué la recharge des nappes. Les nappes, juste pour ajouter une petite chose, c'est ce qu'il y a en profondeur. Parce qu'il y a deux types de sécheresse. Il y a la sécheresse de surface, les sols, et il y a l'accumulation dans les profondeurs qui font les réserves pour l'été qui arrive. Et avec ce phénomène, on s'est retrouvé donc avec 80% des nappes qui étaient à un niveau relativement bas à très bas. Et ça, c'est le BRGM qui fait ça. Demain, ils vont nous faire un bilan pour le mois passé. Le bilan que je donne là, c'était pour fin février, début mars. Donc déjà, 80%, c'est beaucoup, avec des secteurs en France, Vallée du Rhône, un peu plus bas, qui sont sans doute des secteurs qu'on va dire déjà, je ne vais pas dire le mot condamné, mais c'est un peu le terme, ça sera difficile de s'y retrouver. Maintenant, après ce mois un peu bleu, difficile de février, mars a été un mois sur lequel il y a eu un excédent de pluie. Ok. On s'est un peu rattrapé. 1,4% de pluie, une fois et demie quasiment de pluie en plus sur le mois de février. Une fois et demie? Ouais, D'accord. à peu près. C'est ce que dit Météo France aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que ça a permis de rattraper le retard? Est-ce qu'on a rechargé en Oui, c'est la sous-sol? question, ouais. C'est pas sûr. Ce qu'on sait, ça on le saura sans doute demain, ce qu'on sait de Météo France aujourd'hui, c'est qu'en surface, donc ça c'est important pour l'agriculture, sur la sécheresse de surface, ça a reboosté un peu les sols, notamment dans le nord de la France. Il y a même des endroits où il y a plus d'humidité maintenant qu'en temps normal à la même saison. Mm. Par contre, en PACA, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Au pied des Pyrénées, ça n'a pas fonctionné. Et ce que dit Météo France, c'est qu'en PACA, on est dans une situation quasiment de mois de juin sur la surface. Donc, il faut vraiment différencier les deux choses. Mais on a eu un yo-yo pendant l'année. On fera le bilan en profondeur, mais en surface, on sait déjà qu'il y a des endroits où ça n'a pas tenu, donc peu probable qu'en profondeur ce soit mieux. Et en plus, comme le disait Agnès, oui, maintenant, c'est la saison de la recharge et on peut dire quasiment terminée. Avec le retour des hausses de température et avec la végétation, ce qui va tomber sera sans doute absorbé. Donc la réserve maintenant, elle est terminée. Quand on aura fait le bilan demain à 15 h, sans doute qu'on saura ce qui va se passer pour l'été. Agnès, Étienne parle de yo-yo. C'est bien. Enfin, que dire quand il pleut pas pendant un mois en hiver et qu'ensuite il pleut trop le mois suivant? C'est souhaitable. C'est. Oh, c'est naturel. Mm. En fait, le régime des pluies, c'est quelque chose qui est extrêmement variable d'une année sur l'autre. Donc, Mm. quand on raisonne sur les normales saisonnières, c'est quelque chose qui, en fait, n'existe jamais. C'est un concept d'ingénieur, d'une certaine manière. Mais la pluie, à un instant donné, à un endroit donné, elle est locale, on va Mm. dire, hein. Et donc, une année, alors ce qui est très particulier, par contre, c'est ce mois de février, là, où pendant 32 jours, il n'a pas plu sur pratiquement tout le territoire français. Ça, Mm. ça n'avait jamais été mesuré depuis les débuts de Météo France en 1959. Donc, c'était quand même ça, un épisode assez hors norme.
Mais par contre, le fait qu'il pleuve 1,5 plus que la norme pendant tout un mois de mars n'a rien d'exceptionnel. Finalement, la moyenne, elle se définit par la moyenne de moments où il pleut plus que la moyenne et des moments où il pleut moins que la moyenne. Et ça, c'est tout le temps. Et alors, il y a ce rapport interministériel qui dit que la France n'est pas suffisamment préparée à affronter les grandes sécheresses comme celle qu'il y a eu l'été dernier. C'est un rapport qui a été fait sur la sécheresse passée, de l'été passé. D'accord. C'est un rapport qui a été publié il y a environ 2 heures. Et c'est un rapport qui arrive après la présentation du plan du gouvernement. Ok, donc on fait l'état des lieux après avoir donné le médicament. Bon, c'est comme ça, on fait avec. Moi, je vous invite à aller le lire, il est vraiment intéressant ce rapport. Ouais. Ce rapport, il nous dit on était prévenus, mais on n'était pas prêts. Parce que des sécheresses, il y en a en fait depuis 2017-2018, elles sont plus ou moins importantes. Et il y a déjà eu en 2019 un rapport d'inspection qui disait attendez, ça va pas, on n'est pas prêt. Bon, c'est intéressant sur le fonctionnement d'un pays, ça. C'est intéressant sur la. Je rentre pas encore dans le rapport, mais juste j'en tire les premières conclusions. Oui. C'est intéressant sur la façon dont on se sert de l'expérience pour s'organiser. En fait, en France, aujourd'hui, en matière de crise, on réagit au moment de la crise. Trop tard. On réagit, on ne s'adapte pas, on réagit pour l'instant. Voilà. En gros, moi, je trouve que le message le plus important de ce rapport, c'est ça. Ensuite, il parle des préfets, comment ça se passe, comment les préfectures gèrent finalement le système des restrictions d'eau. Et il nous dit qu'en gros, ce rapport nous dit en gros que les préfectures ne sont pas coordonnées, qu'elles n'ont pas les mêmes critères d'action, que sur un même endroit, avec une même situation, elles ne prennent pas les mêmes décisions. Parce qu'un bassin, ça peut traverser 2 départements. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Donc manque de coordination. Très technique. Alors ça, c'est le truc un peu technique, administratif, mais Manque de réactivité des préfets. oui, il faut entre 10 et 15 jours entre le moment où on dit en commission, bien, nous allons prendre des mesures, et puis le moment où les mesures sont prises. Et puis, en gros, il y a eu déjà au mois de mai de l'an passé des alertes, enfin, il y a déjà eu des choses qui ont été dites sur attention, voilà. Sur le terrain, il ne s'est pas passé suffisamment de choses. On n'a pas la culture de l'économie de l'eau. Et puis, on n'embarque pas tout le monde dans le même sens. C'est-à-dire que à un moment donné, alors ça c'est le côté croustillant du rapport, c'est-à-dire qu'on fait des dérogations pour arroser les golfs. Les golfs, c'est ce que j'ai noté. Et puis on fait des dérogations pour un stade de foot en France. Il pourrait y avoir... Pourquoi c'est pas sanctionné, ça? Ça, c'est pas sanctionnable, c'est négocié, c'est décidé en amont. Le truc, c'est comment on embarque tout le monde dans le même sens, comment on dit à tout le monde il faut faire des efforts quand on crée ce genre de dérogation. Ça, c'est l'autre grande question. Comment embarquer tout le monde dans la sobriété, c'est le terme maintenant. Et là, le rapport nous dit, il faudrait peut-être qu'on s'y prenne un peu différemment si on veut que tout le monde fasse des efforts. Parce que quand le voisin arrose son golf, pourquoi la commune ne va pas arroser ses fleurs alors qu'elle a envie de gagner le concours du village fleuri? C'est un peu ça que dit ce rapport en creux, et ça fait partie des choses, je trouve, qui parlent bien de là où on est dans notre société sur la prise en compte de la problématique de l'eau. Agnès, il y a des pays qui ont, dans le monde, qui ont cette culture de l'eau dont parlait Étienne, c'est intéressant. Ça, j'en suis pas totalement sûre, en Il y a fait. des pays qui réussissent mieux que nous, entre guillemets. Il y a beaucoup de pays qui réussissent encore moins bien que nous. Oui. En fait, la France se targue d'être un des pays qui a un des meilleurs systèmes de gestion collective de l'eau. Et c'est pas totalement faux, je pense. Même s'il y a des tas de limites à ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres qu'on est très bon. Et je pense que voilà, là il y a un gap quand même qu'il faut avoir en tête. Par ailleurs, Étienne a dit il y a quelques instants que donc il y avait eu beaucoup de sécheresse depuis 2017-2018. Et effectivement, depuis cette période-là, à l'exception de 2021, qui était une année très humide, au contraire, était pourrie. Il y a presque que des années de sécheresse. Mais
Alors, cette récurrence, en fait, d'année en année, ça, c'est assez nouveau du point de vue des tendances. Il y a déjà eu des tas de sécheresses avant. Et en 1976, il y avait eu une énorme Pas nouveau. sécheresse. Je pense qu'on peut dire que celle de l'année dernière est à peu près du même ordre que celle de 1976. Et puis, il y en a eu d'autres au début des années 90, etc. Donc, c'est vraiment pas un phénomène nouveau. Et donc, ça pose quand même la question, effectivement, de la préparation de la gestion à tous les niveaux face à cette sécheresse et avec donc cette récurrence de plus en plus fréquente depuis quelques années qui quand même renvoie au changement climatique. Et on est beaucoup de scientifiques à penser que c'est le début d'une nouvelle norme, en fait. Donc des sécheresses de plus en plus fréquentes, c'est ce qu'on attend en France, en fait, pour les décennies qui viennent. On pourrait être dans une sorte d'état de sécheresse continue, en fait? Je prédis pas de ce qui arrivera. Ouais. Ce que dit le rapport de Oui, pardon, l'inspection, je c'est vous que demande de sortir le non, mais de voir dans le futur, les mais rapports du GIEC permettent comme ça ouais, d'avancer, mais maintenant, enfin, à titre personnel, je trouve, moi, ouais. j'ai du mal à me projeter dans des scénarios pareils, mais ils existent scientifiquement, ils sont indiqués. On est à 1,5 degré, 1,7 degré en France, c'est-à-dire que ça se réchauffe plus vite sur notre territoire que dans d'autres secteurs de la planète. Et vu les émissions de gaz à effet de serre, ça va monter encore et on va aller vers on va aller vers des températures qui sont sensiblement plus hautes. Donc, il faudra faire avec, il faut s'organiser, il faut s'adapter. Ce que dit le rapport, c'est que cette sécheresse, c'est un cas hors norme sur un demi-siècle. Enfin, ça s'est pas vu avant à l'échelle d'un demi-siècle. Mais ce qu'elle dit aussi, c'est que ça deviendra quasiment normal d'ici la fin du siècle. Voilà ce que disent les auteurs du rapport. Donc, oui, il faut s'y préparer et non seulement s'adapter en termes d'action quand c'est là, mais en termes d'adaptation sur garder l'eau, partager l'eau. Enfin, il y a plein de chantiers à ouvrir qu'on n'a pas encore ouverts en France. Et oui, oui, c'est vrai, j'étais un peu dur tout à l'heure quand je disais on était prévenus, on était prévenus. C'est vrai qu'on était prévenus depuis quelques années, mais on voit quand même le mur arriver. Ce qui est surprenant, c'est de se dire qu'on est toujours en réaction. Et ce qui est remarquable, c'est de se dire qu'on a échappé au pire sur cette sécheresse, encore une fois, d'après les conclusions de ce rapport, grâce grâce aux hommes de ce pays, grâce aux gens qui se sont bougés, grâce aux personnes qui sont allées chercher les camions, qui ont conduit les camions, etc., plus que grâce à notre organisation. C'est un peu la conclusion de ce rapport. D'où le besoin maintenant de changer radicalement d'organisation puisqu'on est prévenu. Là, on ne pourra pas dire on n'est pas prévenu. Est-ce qu'il y a des communes cette année qui ont vécu, toute l'année avec des restrictions d'eau, même en hiver? Ça existe ça? Dans le Var ou le Vaucluse, il Ouais. me semble qu'en décembre, il y avait encore des restrictions d'eau. Ils étaient limités à 100 litres. Certaines communes étaient limitées à 100 litres par personne. Je ne sais pas d'ailleurs comment ils le vérifient, mais bon, c'était sans doute indicatif et ça montrait qu'il y avait des efforts à faire, sachant qu'en moyenne, la consommation d'un Français, c'est 150 litres par jour. Donc ça C'est fait quand ça. même un tiers en moins. D'ailleurs, ça représente quoi, 150 litres, par jour, en termes de 100 consommation? bouteilles de Volvic, 100 bouteilles? d'eau minérale. Ouais. C'est beaucoup? Enfin, je veux dire par rapport aux autres pays, Alors, on est de gros consommateurs ou? Agnès le dira peut-être, j'ai pas l'échelle. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que une minuscule part sert pour l'eau potable. Le Mmh. gros de cette eau, c'est les toilettes, la douche, Mmh. la vaisselle. C'est ça qu'il faut savoir. Parce que si on doit rentabiliser l'eau aujourd'hui ou être économe, c'est sur ces postes-là. Il ne faut pas se dire oh, comment je vais De faire, je l'eau vais moins potable boire. dans les toilettes, c'est Et vrai l'eau que ça potable, paraît aujourd'hui, ça on pourrait le changer techniquement, facilement ou Non, c'est c'est pas facile à faire en ouais, fait, parce que les réseaux d'adduction d'eau ouais. sont ce qu'on appelle unitaires, ils apportent que de l'eau potable. Et donc, si on veut apporter de l'eau non potable pour les usages qui n'en ont pas besoin, ça implique de doubler tous les réseaux d'adduction, sauf dans les cas où on peut réutiliser les eaux de pluie, par exemple. Mais ce n'est pas le cas partout. Donc, il y a des normes à l'heure actuelle qui interdisent d'utiliser l'eau de pluie facilement pour les toilettes, par exemple. Ça, c'est sans doute quelque chose une interdiction qu'on pourrait lever
pour permettre au moins aux gens qui en ont la possibilité de pouvoir le faire. Après, pour faire des réseaux d'eau non potable, là, je pense que c'est extrêmement coûteux. Je suis pas totalement sûre que ça en vaille le coup économiquement. Il y a Volka Schulz dans le chat qui dit la solution, c'est le traitement des eaux usées, il n'y a pas de mystère. Ça fait Étienne. partie des solutions. Il n'y a pas une solution, en fait. Ouais. Il y a tout un réseau de solutions. Ça fait partie des solutions peut-être les plus abordables, mais ça permettrait avant tout, je pense, d'irriguer l'agriculture. C'est pas fait pour revenir dans les habitations, ça. Je Agnès. tiens à dire que les eaux usées sont déjà traitées, en fait. Ouais. Pour leur plus grande part, et notamment les eaux usées des agglomérations, sont traitées dans ce qu'on appelle des stations d'épuration, avant d'être restituées dans les cours d'eau. Donc, à l'aval de Paris, il y a la plus grosse station d'épuration d'Europe, hein, je crois. Et en fait, ce traitement des eaux usées contribue en fait au fonctionnement des cours d'eau. Dans la Seine, à l'aval de Paris, en été, c'est la moitié de l'eau qui coule à l'aval de Paris qui est de l'eau retraitée en fait. Donc Rouen, en fait, est alimenté par les eaux usées retraitées de Paris. Donc c'est pas une nouveauté, sauf que c'est pas comptabilisé en fait dans les réutilisations d'eau usée au même titre que quand on a de l'agriculture qui est alimentée par les eaux usées, comme en Espagne, comme en Israël et comme on en entend beaucoup parler depuis quelques Mais mois. d'ailleurs, je pose une question, justement, je me posais Oui. la question, je me disais, donc on rend l'eau à la nature, et est-ce que c'est fondamental? Si on arrêtait de rendre cette eau à la nature, on créerait un autre déficit ailleurs. Ah bah oui, c'est fondamental. C'est-à-dire que quand on dit qu'à l'aval de Paris, en été, 50% de l'eau, c'est des eaux usées retraitées, ça veut dire que si jamais on ne le faisait pas, si cette eau, on la détournait pour irriguer des champs, il y aurait 2 fois moins d'eau dans la Seine. Et ça aurait des conséquences importantes pour le fonctionnement de l'écosystème Seine et pour tous les usagers qui sont à l'aval de Paris. Ils sont nombreux, c'est quand même une zone extrêmement C'est un peuplée. bon exemple, ça. Donc il y a de l'industrie, il y a beaucoup d'industries, même au niveau de Rouen, du Havre, etc. Je fais une parenthèse, Ouais, si je peux vas-y, me permettre. on a le temps. Hein. En découvrant le sujet eau, quand on travaille sur le sujet, on se rend compte qu'il y a 2 types d'eau, il y a 2 types de prélèvements. C'est-à-dire qu'au départ, on va se dire, on prend l'eau, puis voilà. Mhm. En fait, il y a ce qu'on rend à la nature et il y a ce qu'on ne rend pas à la nature. Et il faut dissocier les deux. Et il faut regarder quelles économies on peut faire sur ce qu'on rend à la nature, parce qu'on ne la rend pas forcément dans le même état, cette eau, notamment, ça c'est le problème C'est des ce qui rend centrales compliqué nucléaires. tout le sujet. Hein. Parce que l'eau est Bon est parfois trop courage. chaude. Ah oui. Mais ça se comprend. Enfin, Mm. ça peut se comprendre en expliquant simplement. Donc, il y a ce qu'on rend à la nature. Mais dans quel état on rend cette eau? Quand ça traverse les centrales nucléaires, on rend cette eau plus chaude. Et quand on est en période de canicule, eh ben, qu'est-ce on endommage, en gros, la qualité et les écosystèmes des rivières ou des fleuves qui reçoivent cette eau, plutôt des fleuves. Et lorsqu'on garde l'eau, eh ben là, on la perd, l'eau. Et c'est là où le sujet de l'agriculture, par exemple, s'invite. C'est pour ça qu'il y a vraiment 2 fenêtres à ouvrir sur quand est-ce qu'on rend l'eau et quand est-ce qu'on la rend pas. Mais d'ailleurs, il y a Lénie dans le chat qui disait tout à l'heure, j'ai vu passer le message, il disait mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à restructurer notre agriculture en France? Comment est-ce que l'agriculture pourrait s'adapter à la sécheresse? Ah, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures. Euh, alors, le point d'entrée, je pense, c'est que l'agriculture a fondamentalement besoin d'eau. Parce que les plantes fabriquent leur biomasse en absorbant le gaz carbonique de l'atmosphère par des petits trous à la surface de leurs feuilles, qu'on appelle les stomates. Et quand ils sont ouverts, ça laisse passer l'eau. Et donc, il y a des circulations opposées, en fait, d'eau et de carbone. Euh, voilà, donc ça, c'est la base. Les plantes ont besoin d'eau pour pousser. Mais après, qui dit sécheresse ne dit pas qu'il y a 0 eau, déjà. Mmh. Et il y a, comment dire, toutes les plantes n'ont pas besoin des mêmes quantités d'eau. Mmh.
Et ensuite, il y a la manière de conserver l'eau qu'on a, qui a pu alimenter les sols dans les périodes où elle est plus disponible, l'hiver notamment, dans les nappes. Comment la conserver pour qu'elle dure plusieurs mois et qu'elle alimente les plantes quand il y a moins d'eau, en fait, enfin surtout quand les plantes ont plus besoin d'eau, parce que c'est ça qui caractérise la saison sèche l'été dans nos climats. Et ça amène à réfléchir à des tas de solutions. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est de favoriser l'infiltration de l'eau de pluie en hiver. Donc ça implique d'avoir des paysages qui ne sont pas tout plats, avec des sols nus. Il faut qu'il y ait de la végétation, il faut qu'il y ait des haies. Faut garder de la végétation en hiver, en fait, parce qu'à ce moment-là, elle transpire peu. Mais le fait qu'il y ait des racines permet de faire infiltrer l'eau dans les sols. Ensuite, si les sols sont bien alimentés en matière organique, donc si on a enfoui une partie des résidus de culture, si on n'a pas fait trop de labour, si on n'a pas mis trop de pesticides qui vont détruire la faune et la flore des sols, etc. Ça favorise le maintien de matière organique dans les sols et ça fait que le rôle d'éponge en fait des sols par rapport à l'eau est renforcé. En fait, c'est ça le pouvoir de la matière organique. Et puis ensuite, il y a des cultures qui ont besoin d'eau en plein été, en juillet-août. Je pense au maïs. Et là, une question qui se pose vraiment, il me semble, c'est est-ce qu'on veut toujours privilégier ce type de céréales-là, alors que par exemple le blé, qui est une céréale très intéressante aussi pour se nourrir, arrête ses besoins en eau presque un mois plus tôt. Donc ça compte aussi. Et puis il y a après toute la question du régime alimentaire, la part de la viande par rapport à ce qui est végétal. Et bon, quand on discute tout ça, ça fait plein de solutions pour essayer de réduire la demande en eau en fait du système agricole et qui pourrait l'aider à faire face aussi aux épisodes de sécheresse à répétition. Étienne, Agnès a énuméré quelques solutions comme ça, mais sur le terrain, est-ce que ces solutions, elles sont mises en œuvre ou on en est encore au stade où on dit il faudrait moins de maïs, il faudrait plus de ceci ou toi, tu as déjà fait des reportages auprès d'agriculteurs qui mettent en place des solutions comme ça pour mieux préserver l'eau, mieux réutiliser l'eau dans leur culture, tout ça? Avec les histoires de bassines et de Ouais. retenues, moi, ce que je vois, c'est le choc de deux cultures Mmh. aujourd'hui. Et on en est là. Et on n'en sort Deux pas. idéologies. Voilà. Et on sort pas. On est un peu dans Oui. une confrontation, quelque chose de dur, quoi. On est dans du dur. Et je crains qu'il faille encore pas mal de temps pour en sortir parce que l'accompagnement de ce choc-là est pas très encourageant. Euh, c'est exactement ça. Il y a l'idée qu'il faut changer le modèle agricole, qu'il faut remettre de la nature dans les champs. Et moi, je l'ai vu ce week-end en Bourgogne, un agriculteur qui a profité des aides de la PAC pour replanter des haies et même pour mettre des arbres dans son champ. Il fait du bio, mais il a des grandes surfaces. Hein, c'est pas du. Oui, c'est pas un petit. C'est pas une petite parcelle, ce sont des grandes surfaces et il le fait. Voilà, ça se fait, y compris sur des grandes surfaces, sur pas uniquement chez les paysans, les petits paysans, comme on dit, ou qu'on caricature parfois. Donc pour l'instant, on est dans ce choc-là. Ceux qui en parlent très bien. Enfin, je pense qu'on a moi, il me semble qu'on a les solutions pour permettre au sol de réabsorber. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, c'est le chiffre que je garde. Dans cette eau qu'on ne rend pas à la nature, 50%, c'est pour l'agriculture. Et sur les 50%, il y a 5% des terres agricoles utiles qui prennent cette eau-là. Et sur ces 5%, la moitié, 60%, c'est du maïs. Voilà. Je sais pas, je pense qu'on peut tourner autour de ça. C'est-à-dire, le maïs, à quoi ça sert ? Notamment, ça sert à nourrir le bétail. Le bétail, c'est quoi ? C'est parce qu'on consomme trop de viande. Enfin, trop. Là aussi, ça se discute, mais c'est parce qu'on a une forte consommation de viande en France et qu'on la On augmente. devrait en consommer moins, en tout cas. On peut se poser la question, mais le truc, c'est que c'est un débat de société, et l'autre truc, c'est qu'on l'ouvre pas, ce débat. On en fait un choc d'idéologie, on n'en fait pas un débat de société. Qu'est-ce qu'on veut en France ? Est-ce qu'on est prêt à manger moins de viande, moins de bœuf, En tout etc. cas, les politiques ne l'ouvrent pas beaucoup, ce débat. D'ailleurs, dans les
les mesures d'économie d'eau qui ont été annoncées par Emmanuel Macron, bah, en fait, le secteur agricole Et le grand absent. est complètement absent de ce plan. Alors, il y a eu 2 échos, c'est-à-dire qu'on a entendu Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, dire en gros: «On a gagné, vous voyez les agriculteurs, vous n'aurez pas à réduire la consommation d'eau». Mais c'est vrai, non mais c'est ça qui s'est passé. Bon, il était au congrès de la FNSEA, il connaît les gens pour qui il travaille, Ouais. il l'a présenté sous cet angle-là. Mais Emmanuel Macron est pas allé très loin non plus de ça. Il s'est rapproché de cette frontière parce que en l'écoutant, je l'ai bien entendu, on est plusieurs journalistes à l'avoir bien entendu, il a dit: «Vous ferez plus avec la même quantité d'eau». Donc Mm. il n'a pas dit: «Vous allez réduire la quantité d'eau». Il a dit: Vous allez faire «Vous plus. allez faire plus». Ouais. Mais ça veut dire qu'on réduit pas. Donc Ça veut on dire qu'on ne change pas de change logiciel, pas, en voilà, fait. c'est ça. Et ça ressemble presque à une bataille, les agriculteurs versus... je veux dire, les agriculteurs, ils veulent quoi? Mais les agriculteurs, c'est pas un monde Je veux dire, homogène en c'est... fait, Oui, parce voilà. qu'il y a Et c'est et pas on les en méchants, revient quoi. à cette dualité. Il y a vraiment Ouais. 2 visions des choses. Donc il y a des agriculteurs qui sont dans une agriculture intensive, qui est à viser de l'exportation beaucoup. C'est important pour la balance commerciale du pays, donc ça a des conséquences économiques, macroéconomiques, fortes. Et ce type d'agriculture-là est soutenu par la PAC, donc les aides européennes, par des aides directes de la France, notamment pour l'irrigation, et ça fait 30 ou 40 ans que ça dure, et qui amène notamment à ce que dans certaines zones en France, l'irrigation a été tellement forte que c'est l'irrigation qui crée la sécheresse. Depuis quelques années, dans la communauté scientifique, on a introduit un nouveau type de sécheresse. On parlait des sécheresses météorologiques, c'est quand il n'y a pas assez de pluie. Par rapport à la norme climatique, des sécheresses des sols, les sécheresses agronomiques, c'est quand les sols sont trop secs par rapport à la moyenne de la saison. Les sécheresses hydrologiques, c'est quand les rivières et les nappes sont en dessous des normales aussi. Et on a introduit les sécheresses qu'on appelle anthropiques, c'est quand c'est le fait de prendre de l'eau dans les nappes ou dans les rivières qui crée la sécheresse hydrologique, justement. Et c'est l'agriculture qui le fait massivement, parce que comme l'a dit Étienne, en fait, l'essentiel de l'eau qui est prélevée pour l'agriculture, en fait, ne retourne pas ensuite dans les cours d'eau, donc est transformée en vapeur, disparaît. C'est de l'eau liquide qui, temporairement, en tout cas, disparaît. Ça me fait penser à Vittel qui a continué à pomper dans les nappes alors que les communes autour n'avaient pas d'eau l'été dernier. C'est un symbole quand même Et de se dire Volvic. que Vittel et Volvic voilà, continuent pendant que les gens ont plus d'eau dans le robinet. C'est Mais moi je trouve que presque un mauvais film, quoi. ça, je trouve que ça match cette histoire de golf qu'on continue Ouais, d'arroser l'été alors qu'il y a des arrêtés de crise. Ça c'est ça match quand ça. on parle de guerre de l'eau. Ben, Ouais. Mais bah, moi, je voulais allez-y. revenir sur les agriculteurs parce que j'ai Ouais. pas terminé, je me suis laissée embarquer, désolée. Donc, il y a les agriculteurs qui sont dans cette veine-là, soutenus par tout un système économique derrière. Et il y a quand même des tas d'autres agriculteurs, Mm. et sans doute qu'en nombre, en individus, ils sont plus nombreux, en surface exploitée, je ne sais pas, qui sont dans un modèle totalement différent, et donc avec une agriculture plus respectueuse de l'environnement en général, et qui sont finalement sans doute beaucoup plus résilients à tous les problèmes climatiques qui vont advenir. Étienne, Juste pour ajouter une chose par rapport à ça, et moi de ce que je perçois de la politique, en tout cas de la volonté gouvernementale pour essayer quand même d'avancer dans ce sujet, ce gouvernement est sur une logique en gros du donnant-donnant. C'est-à-dire je ne vous mets pas en péril, je ne crée pas un choc, je ne bouleverse pas je ne le vous régime. perturbe pas trop. Et je vous donne ça, mais vous allez me donner ça. La vraie question, c'est le contrôle et c'est de vérifier que ça marche. Par exemple, pour le partage de l'eau, pour les bassines, logiquement, les agriculteurs doivent en échange s'engager sur des réductions de pesticides, des réductions de quantité d'eau. Ok. Et la critique des opposants, c'est de dire, mais attendez, c'est pas suffisant, le contrat n'est pas respecté. Donc on est sur cette logique-là. La vraie question, c'est de savoir si elle fonctionne et si elle est adaptée, et c'est toujours le terme, à l'urgence climatique. On est dans une urgence climatique aujourd'hui. Et souvent, on a des mesures politiques
qui permettent des avancées, mais qui répondent pas à l'urgence climatique. Et ça, c'est problématique parce que l'horloge tourne. Urgence climatique et urgence environnementale aussi, parce que quand Étienne dit qu'effectivement dans le plan eau par exemple ou dans les plans de mise en place d'une méga-bassine, il y a des compensations qui sont demandées. Elles sont demandées effectivement, elles sont écrites, mais elles sont non contraignantes. Et en fait, pour suivre les politiques de l'eau depuis 2 décennies maintenant en France, en fait, tous les engagements qui ne sont pas contraignants ne sont pas réalisés. Donc sur la qualité d'eau, qui est un vrai gros problème en France, et pendant longtemps on a considéré que c'était le seul. En fait, malheureusement, ça fait seulement quelques années qu'en fait on se prend de front et les gens réalisent que la quantité d'eau devient un problème dans notre pays. Ça, c'était le cas quand même depuis un certain nombre de décennies dans le sud de la France quand même. Je viens de relire Jean de Florette et Manon des Sources. Oui, j'allais dire, moi je suis née dans le sud et je connais bien. Mais donc par exemple, sur les pesticides, depuis 2008, il y a un plan qui s'appelle Ecophyto, qui est un plan au niveau national qui vise à réduire donc l'usage des pesticides de 25% et la contamination donc de l'eau de même. Et en fait, chaque fois qu'on fait un bilan sur ce plan, le constat est le même, c'est que ça n'a pas marché. Et donc, encore récemment, la Cour des comptes a écrit un rapport et qui indique, moi je trouve ça vraiment très intéressant, c'est que la Cour des comptes constate que ça ne marche pas et que l'État est en défaut parce qu'il ne met pas assez en œuvre de mesures normatives et réglementaires. Il y a des Ça rapports, veut il y dire en a. il n'est pas assez contraignant, c'est tout, c'est ça que ça veut dire. On a Caradoc dans le chat qui dit 20% de notre eau est perdue à cause des fuites. Là aussi, il faut agir. Je crois que tu as fait un reportage sur les chasseurs de Oui, il y a fuites. quelques temps. C'est un problème, Oui. les fuites d'eau dans les villes. Combien d'eau les villes perdent? En moyenne 20%, c'est très Ouais. inégal. En gros, il y a 6 départements qui sont au-dessus de 30%. D'après le gouvernement, il y a 170 points noirs, c'est-à-dire on est autour de 50% ou plus de 50% Oui, de voilà, c'est fuites. ça. Oui. Donc oui, c'est 20% de l'eau qui part dans la nature. Le problème, c'est que changer des canalisations, ça prend du temps et ça coûte très, 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 très cher. Donc les communes le font, mais elles le font comme elles peuvent. Il faut de l'argent. Le gouvernement a mis de l'argent. Il a débloqué, je crois, de mémoire, 180 millions, Ouais. entre autres pour ça, mais aussi pour soutenir les communes qui vont passer un été un peu douloureux, peut-être l'été prochain. Mais l'échelle est... Voilà, il y a du boulot, mais ça fait partie des choses qu'il faut faire. Oui, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Maintenant, ça ne sera pas la solution miracle. Et on ne peut pas se contenter de ça. Il y a Ducati Et c'est pas oui. seulement 20%, c'est pas 20% Ouais. de toute l'eau, Oui. c'est 20% de l'eau potable. Ok. Donc en fait, l'eau potable, c'est juste une partie des consommations d'eau du pays. Ducati et Macaron qui dit l'année dernière, j'ai été étonnée de voir que le maire de Draguignan avait lancé un plan de rénovation des canalisations. Voilà. Est-ce qu'on parle des bassines et des méga-bassines? Oui, il est 18h38. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, est-ce que le terme méga-bassine, c'est un terme qui est accepté dans la communauté scientifique? Bof, vous diriez quoi, vous? Qu'est-ce qu'on doit dire? Disons que quand on dit méga-bassine en France, on sait de quoi on parle. Oui. Le terme officiel, c'est retenue de substitution. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? Alors le Déjà. principe... donc, moi, pour présenter cet objet, donc il s'agit d'une retenue artificielle pour stocker de l'eau. Il y a des tas d'autres manières il y a des tas d'autres types en fait de retenues artificielles pour stocker de l'eau en France et dans le monde. Celles-ci, elles ont une spécificité, donc c'est qu'elles sont implantées en fait dans des endroits où on pompe trop dans les nappes en été. En fait, l'objectif, c'est réellement de lutter contre la surexploitation des nappes phréatiques en été par pompage pour l'agriculture. Donc c'est dans C'est des ça le zones contexte. agricoles. C'est quoi. dans des zones agricoles D'accord. où, suite à la sécheresse de 1976, il y a eu des tas d'incitations pour faire de l'irrigation à partir d'eau souterraine. Et en fait, ça a tellement bien marché, ces incitations, qu'on en est à des sécheresses anthropiques, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, les agriculteurs pompent trop d'eau, font baisser fortement le niveau des nappes en été, au point que parfois ça tombe sous les seuils réglementaires qui font que les préfets sont amenés à interdire les prélèvements.
Si en plus ça se double d'épisodes de sécheresse, c'est encore pire. Et donc, puisque ils consomment trop d'eau en pompant directement en été, au point que on puisse leur interdire de le faire, a été envisagée une solution qui est de pomper l'eau, non pas en été quand elle est en plus faible quantité, mais en hiver. Sauf que c'est pas en hiver qu'ils en ont besoin, c'est en été. Et donc il faut stocker l'eau en attendant, donc dans des énormes bassines qui font Donc artificiel, c'est quoi? C'est du béton en fait, ils creusent sur des dizaines d'hectares. Un Sainte-Soline, c'est plus de 10 hectares. Donc, ça fait 1 hectare, c'est plus petit qu'un terrain de foot. Donc, c'est plus que 10 terrains de foot. 14, quelque chose comme ça, terrains de foot. Ils creusent là sur sans doute 5 mètres de profondeur. Et puis, ils mettent la terre qu'ils ont enlevée sur les bords. Et ça permet de faire un grand trou. Ensuite, ils bâchent avec des textiles imperméables. Et puis, ensuite, il s'agit de remplir cet énorme volume. Donc, c'est des centaines de milliers de mètres cubes. Et pour ça, donc, ils utilisent a priori les points de pompage qui existaient, qui servent en été. Mais après, il faut construire des canalisations pour aller à la bassine. Et après, il faut aussi construire des canalisations pour... Enfin, j'espère que c'est les mêmes, mais j'en suis même pas sûre, pour ramener l'eau dans les champs. Étienne, l'idée de stocker de l'eau l'hiver pour qu'elle puisse être réutilisée l'été, ça semble comme ça en surface être une idée plutôt logique. Et qu'est-ce qui pose problème alors avec C'est le fameux bon sens. Bah C'est oui. voilà, la politique du bon sens. Ouais. Ce qui pose problème, c'est que les opposants disent mais avec ça, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez un bien commun. L'eau au profit d'un petit groupe d'agriculteurs qui perpétue un modèle productiviste, pour résumer à la hache. D'où la vision, quel D'où le rapport, choc. comment Ouais. on se positionne vis-à-vis de l'eau en tant que bien commun aussi, Ouais. quoi, ou pas? La deuxième série d'arguments, c'est de dire c'est absurde. En fait, c'est pas du bon sens, c'est absurde. Parce que cette eau, vous la stockez, elle va s'évaporer. Et en fait, à première vue, Agnès, on parlera, je suis sûr très bien, le cycle d'évaporation est puissant, en fait. C'est-à-dire que c'est pas rien, c'est très important. Okay. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des risques de contamination de cette eau. Donc, on va avoir une eau qui sera impropre, qui ne sera pas partageable, parce qu'on ne va pas la partager avec la population, etc. Et on va en perdre. Et en plus, tout ça vient des nappes phréatiques qu'on va peut-être potentiellement fragiliser en pompant en hiver. Donc le paquet, il est fait, il est scellé, et vous avez d'un côté des gens qui disent c'est du bon sens et on en a besoin, et de l'autre côté des gens qui disent, pour résumer à la hache, c'est du vol, vous volez le bien commun, et en plus c'est absurde. Voilà et c'est une confrontation forte. Agnès, sur l'évaporation. Oui, l'évaporation, c'est un gros problème. Les chiffres sont encore assez incertains parce que ça paraît facile à mesurer, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Et donc, j'espère qu'il y aura des mesures in situ dans les bassines, mais en fait, non, ce n'est pas possible parce que comme de toute façon, ils prennent de l'eau pour la mettre dans les champs, on ne pourrait pas... C'est rare que l'eau soit sur des aussi grandes surfaces disponibles sans qu'il y ait d'autres termes de sortie que l'évaporation. Mais en tout cas, moi j'estime que c'est à peu près 1 mètre par an d'eau sur toute la surface qui peut être perdue par évaporation, alors que de ce que j'ai compris donc du dimensionnement de ces retenues-là, la hauteur d'eau stockée, c'est 4 à 5 mètres. Donc en gros, c'est 20 à 25% qui va être perdu. Et j'ai des collègues qui disent même que ça peut monter plus que ça. C'est énorme. Il y a Artemix dans le chat qui dit « J'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas de revêtement pour prévenir l'évaporation dans les méga-bassines françaises comme en Allemagne. » J'ai pas cette info, moi, là, sur l'Allemagne. Donc moi, j'ai déjà effectivement entendu parler de possibilité de mettre des petites billes en surface qui flottent et qui réduisent l'évaporation. Bon. Pour l'instant, on n'en parle pas. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que l'eau, quand elle est dans la nappe, elle est parfaitement bien protégée de l'évaporation. C'est vraiment tout l'intérêt, d'ailleurs, de ce stockage-là, qui est en volume important. Et donc,
Pour moi, le problème des méga-bassines, c'est que donc en L'eau n'est plus dans le sol, en fait. l'eau, C'est ça aussi le problème. on détourne l'eau de son cycle naturel, on baisse du coup le niveau des nappes en hiver. Hein, et donc ça, c'est documenté. Il y a un rapport du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui a été invoqué beaucoup au sujet des méga-bassines des Deux-Sèvres, qui le montre en fait par des modèles hydrogéologiques, donc des modèles qui permettent de simuler en fait comment fonctionnent les nappes phréatiques. Et donc en pompant moins en été, ça améliore le niveau des nappes en été, ça c'est certain. Mais puisqu'on remplace ce pompage d'été par un pompage en hiver, ça baisse le niveau des nappes en hiver. Et ça a des répercussions malgré tout en été. Ça a des répercussions aussi sur toute l'alimentation des cours d'eau qui sont alimentés par ces nappes, sur le marais Poitevin, là-bas en l'occurrence, qui est tout à l'aval du système. Et donc c'est loin d'être évident en fait que les bénéfices soient à la hauteur des espoirs des gens qui veulent ce genre de retenue, et ils le veulent quand même principalement pour pouvoir continuer à irriguer. Et il y a l'un de vos collègues, Christian Amblard, donc directeur de recherche au CNRS, qui a écrit une tribune qui a été publiée dans le journal Le Monde et qui a dit qu'en fait, stocker les eaux de pluie dans des retenues, donc que c'était un non-sens selon lui, et qu'il fallait au contraire retenir le plus possible l'eau sur nos territoires en favorisant son infiltration dans les sols et en limitant son ruissellement et son évaporation. Et Étienne, tout à l'heure en off, avant qu'on démarre l'émission, tu parlais d'un exemple de bassine, c'était où? C'est dans la Vienne. Oui, voilà. Parce qu'en fait, Dis-nous. l'élément un peu nouveau, à mes yeux en tout cas cette année, c'est que tout Ouais. d'un coup, on se rend compte que même en hiver, on ne peut pas remplir. C'est-à-dire que quand on dit Mais oui, c'est 80% ça. des réserves souterraines sont soit un peu, soit en gros déficit, ça situe tout de suite, enfin, ça inverse un peu la problématique. C'est-à-dire que même en hiver, on ne peut pas. Finalement, il n'y a pas de plan Ouais. B, quoi. En gros, ça veut dire qu'il n'y Dans aurait un pas de plan B. contexte de sécheresse. Et dans la Vienne, c'est intéressant parce qu'il y a un projet de 30 bassines, c'est de mémoire 9 millions de mètres cubes d'eau que les agriculteurs veulent stocker. Et là, on voit toutes les dynamiques autour de ce projet, c'est-à-dire que les agriculteurs essayent. Les gens qui gèrent l'eau disent, mais puisqu'on est en crise d'eau, faisons un état des lieux. Donc, ils ont lancé une étude hydrologique pour savoir dans quelques décennies ce que sera la situation en fait des réserves. Et le résultat, c'est que ça ne sera pas possible vraisemblablement de remplir les bassines. Et il y a des endroits où il n'y aura même pas d'eau, quoi, où vraiment il n'y aura pas d'eau. Et au milieu, le préfet prend ça entre les mains. Et puis lui, on sent que l'emploi, c'est quand même un truc important, qu'il n'a pas envie de fermer Ouais. des exploitations, qu'il veut trouver des solutions. La Et donc, guerre encore, voilà, on a idéologique. tous les acteurs à cet endroit-là qui chacun tire un peu dans leur sens. Ceux qui veulent résoudre les problèmes d'urgence, ceux qui veulent alimenter en eau, ceux qui luttent contre les bassines et ceux qui veulent préserver l'emploi. Et le préfet reconnaît d'ores et déjà, en tout cas lors d'une interview que j'ai pu faire avec lui, que il y a que 80% maintenant du dispositif prévu qui pourra fonctionner. Donc il a donné l'autorisation a été donnée pour 100%. Mais maintenant, on est à 80%. Et on va encore discuter et se chamailler autour de cette étude pour savoir ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc voilà, on a un peu tous les ingrédients, moi, je trouve, de cette problématique dans cet endroit, dans le département, avec des gens qui sont investis, mais qui ont chacun un point de vue à défendre autour de ces bassines-là. Mais il y a aussi le problème de l'accaparement de l'eau par un petit nombre d'utilisateurs, puisque si les usagers qui prélèvent de l'eau dans les nappes, que ce soit en hiver ou en été, donc c'est de l'eau qui ne s'écoule plus et qui sort du cycle de l'eau. En faisant baisser le niveau des nappes, que ce soit en hiver ou en été, c'est tous les gens qui autrement pomperaient en direct l'eau de ces nappes qui peuvent moins bien le faire. Et donc notamment toute une communauté d'autres agriculteurs qui n'ont pas accès à la méga-bassine et qui se retrouvent avec des puits dont les niveaux vont baisser et qui ne pourront pas faire leur propre irrigation en plus petite quantité. Donc là, il y a vraiment... Je suis tout à fait d'accord avec Étienne. Ce type de situation est emblématique en fait du type de conflit de l'eau qu'il faut savoir régler. Et en fait, quand une ressource est limitée, c'est le cas de beaucoup de ressources, mais c'est le cas de l'eau en fait. Même si l'eau est renouvelable, elle est renouvelée en fait de manière limitée chaque année. Et donc, premièrement, il faut savoir
préserver une part de cette eau pour les milieux naturels, parce qu'on en dépend aussi. Et ensuite, la quantité qu'il est raisonnable de pouvoir exploiter, qui doit être caractérisée par les spécialistes en fonction des mesures, etc. Et en tenant compte de la raréfaction de l'eau dans le futur à cause du changement climatique, cette eau-là, elle doit faire l'objet d'une concertation collective pour le partage. Et c'est certainement pas... c'est certainement pas. Il me semble totalement contre-productif de vouloir l'allouer à juste un petit nombre de personnes. Et il y a Christophe Cassou, donc qui est expert climatologue, qui cite l'exemple de l'Espagne. Il dit qu'en Espagne, la politique des réservoirs est à bout de souffle. Et il écrit « Cette politique pouvait être adaptée il y a 30 ans, mais aujourd'hui, le pays connaît une crise chronique pour remplir ses réservoirs. Et donc, pour toutes ces raisons, le rapport de synthèse du GIEC ne parle absolument pas donc, des méga bassines comme d'un exemple à suivre. » Il y a, pour la petite blague, Green Logan qui demande dans le chat, du coup, est-ce qu'il faut arrêter de boire de la bière? Il faut de l'eau pour faire de la bière? Je sais pas, je m'y doute. connais pas. Ah oui. Le plan haut du gouvernement, qu'est-ce qu'il dit? Le plan haut du gouvernement dit qu'il va falloir économiser l'eau. Et que chacun devra économiser l'eau. Alors on a parlé Mais tout à l'heure. chacun de nous, les C'est particuliers, ça, les les petits gens. particuliers, les entreprises. Et pour ça, elle utilise le modèle qui a été utilisé pour l'énergie et pour le gaz carbonique, c'est-à-dire que ils veulent faire une appli du type EcoWatt pour qu'on sache où on en est, c'est-à-dire un peu sonner la cloche, aider les gens, accompagner les gens, puis prendre 50 sites importants en disant voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire comme... On va vous accompagner, mais qu'est-ce que vous pouvez faire comme économie d'eau? Donc on est un peu sur un... On revient sur un modèle qui a déjà été utilisé, qui a fonctionné sur l'énergie. Est-ce qu'il est calcable sur l'eau? Ça, c'est une autre question. Il fait 53 points le plan. Ouais. Il passe aussi par ce qu'on voyait les fuites, par si possible la résorption de l'eau potable qui s'échappe des canalisations, par le développement avec des objectifs de 10% d'ici 2030, si je ne me trompe pas, Oui. de la réutilisation des eaux usées. C'est-à-dire que voilà, on réutiliserait, parce que là on est à moins d'1%. Donc il faudrait qu'on fasse x10. Il passe par un aspect qui est intéressant, c'est-à-dire finalement rappeler que l'eau a un prix. Et il y a une loi aujourd'hui qui permet une tarification qui dit que plus vous consommez, plus vous payez. Si vous consommez normalement, vous payez pas trop, voire même moins d'ailleurs, parce qu'il y a un niveau social là-dedans. C'est utilisé à Dunkerque et à Si on a Montpellier. une piscine olympique Mais dans si son vous avez jardin. une piscine, le mètre cube va vous coûter quasiment le double. Mais il faut pas que le préfet nous fasse une dérogation. Sauf peut-être pour les piscines olympiques. Mais en gros, il y a ça, l'idée que l'eau a un prix, qu'on retouche ça un peu du doigt. Globalement, voilà les grands points qui me reviennent en tête. Mais Et dans le secteur industriel, ça ressemblerait à quoi le secteur industriel qui ferait des économies en eau? comme pour l'énergie, c'est-à-dire qu'on va demander aux industriels de venir au ministère de la transition écologique. On va leur dire, Rendre voilà, des comptes. sur quoi vous vous engagez. D'accord. Après, on verra ce qu'ils ont obtenu, mais on va leur demander en gros de faire le boulot, de faire un plan et puis de s'engager sur des trucs. Sur l'énergie, ça n'avait pas été non plus extraordinaire, honnêtement, les histoires. Enfin, on n'était pas allé au bout du sujet. Est-ce qu'on ira au bout du sujet ici? C'est pas sûr. Le plan, pardon Agnès, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, moi je voulais dire que Oui. j'avais été assez déçue par ce plan, Oui. en fait. Est-ce qu'il va en profondeur vraiment Il y a pas de mesures contraignantes, en Ouais. fait, nulle part, hein. Il y a quelques financements sonnants et trébuchants, donc 180 millions par an pour résorber les fuites. Il y a une augmentation du financement des agences de l'eau, ça c'est très bien, mais sachant que depuis 2017, en fait, elles avaient vu leur financement baisser, juste on compense Ouais. un manque à gagner qui a couru. Et par ailleurs, en fait, pour moi, il manque totalement d'ambition dans le sens où, en 2019, on avait eu les assises de l'eau qui promettait une baisse de 10% des prélèvements en eau à l'horizon 2024 ou 2025. Et là, maintenant, cette baisse de 10%, qui n'a pas été réalisée depuis, elle est repoussée, en fait, à 2030. Donc, voilà,
en fait, c'est un sous-plan par rapport à ce qui avait été promis en 2019. Donc, avec, comme on l'a dit déjà, les agriculteurs qui sortent épargnés. Donc la tarification progressive de l'eau, moi, c'est quelque chose que je défends beaucoup, mais là, ça ne concerne que les particuliers. Sachant que tous les usagers, enfin que beaucoup de particuliers en ville n'ont pas de compteur individuel parce que dans plein d'immeubles, il n'y en a pas. Donc on ne peut pas le faire dans ces cas-là, à moins d'investir pour les installer, ces compteurs, mais ça n'est pas évoqué dans le plan, il me semble. Donc, c'est très bien la tarification progressive, mais pour moi, elle doit aussi concerner les plus gros usagers de l'eau, qui sont en France la production électrique et les agriculteurs. Et eux, ils y échappent. Alors le plan parle aussi de la protection des aires de captage. Peut-être juste nous expliquer ce que c'est. Je me suis demandé en lisant, c'est quoi une aire de captage? C'est les zones, en fait, où... alors, pour faire de l'eau potable, euh, on prend, pour faire des eaux potables en France, on prend, je pense, à peu près la moitié d'eau dans les nappes phréatiques. Et il y a certaines zones qui sont protégées, qui sont les zones d'alimentation, de recharge des nappes phréatiques qui sont sollicitées, qui sont pompées pour l'eau potable et qui sont protégées, en fait, où l'agriculture doit être, soit elle est interdite, soit elle doit respecter des normes plus strictes qu'en dehors des aires de captage, pour qu'il n'y ait pas de pollution, en fait, à la source des nappes phréatiques qui servent à produire de l'eau potable. Étienne? Je rajoute un truc parce que moi, je pense que c'est le sujet de demain. On est confronté à une nouvelle pollution, c'est la dégradation des pesticides. On appelle ça les métabolites. Mmh. On découvre cette pollution depuis très peu de temps en France. On teste, on cherche certains éléments et on se rend compte qu'il y en a beaucoup. C'est quoi, pardon? C'est l'eau qui est polluée? Eh ben oui, les pesticides sont dans la terre. Ouais. Ils vont Comme en Bretagne, sous-sol, c'est ça? ils se dégradent et ils deviennent de nouvelles molécules chimiques qui polluent l'eau et qu'on trouve massivement en fait dans nos captages. Tellement massivement qu'on ne veut pas tous les voir ou qu'on ne veut pas chercher les bons seuils pour les détecter. Aujourd'hui, parce que c'est une vague en fait qui est en train d'arriver. Et le plan prend ça en compte, mais la problématique est beaucoup plus large. Et le plan prend ça en compte parce que cette problématique est montante et que c'est un vrai souci de qualité de l'eau. Et encore une fois, la qualité de l'eau, c'est un sujet qui n'a pas été pris à bras le corps depuis des années. Oui, on parle du manque d'eau, mais pas forcément de la qualité. Et d'ailleurs, en Bretagne, il y a plus de 99% des analyses menées dans les cours d'eau, étangs ou dans les nappes phréatiques qui montraient la présence de pesticides. 99%. L'ONU a dit que l'humanité devait changer de cap sur la gestion de l'eau. Est-ce qu'on peut changer de cap à échelle mondiale, en fait? Ce serait bien. Mais Antonio Guterres, il lance toujours des grandes phrases comme ça. C'est excellent, Antonio Guterres. Et puis quand on lit ça, on se dit, Mais à quoi oui, sert oui, l'humanité doit changer de cap, mais bon. Ouais. ça fait au moins 40 ans que l'ONU, toutes les décennies, a des objectifs très vertueux par rapport à l'accès à l'eau de tous les habitants de la planète, accès à l'assainissement, en fait, à de l'eau potable, etc. Et à l'heure actuelle, il y a encore 2 millions, non, pas 2 millions, 2 milliards de personnes sur 8 qui n'ont pas un accès à l'eau suffisant en quantité et 4 milliards qui n'ont pas accès à des systèmes d'assainissement, c'est-à-dire d'épuration des eaux usées qui leur permettent d'avoir une hygiène, en fait, et une santé suffisante. Étienne, pour finir, la guerre de l'eau, c'est pas un fantasme. Il y aura à l'avenir des tensions dans les sociétés de plus en plus grandes qui vont être liées à la question de l'eau, à la question des ressources. Je prends qu'un exemple tout petit, mais dans les Pyrénées-Orientales, il y a déjà eu des tensions très fortes entre agriculteurs et entre environnementalistes, on va dire ça comme ça, ONG pour l'environnement, je crois que c'est France Nature Environnement, parce qu'ils avaient saisi le tribunal administratif pour savoir si les agriculteurs pouvaient continuer à prendre de l'eau dans telle rivière, etc. Le tribunal a donné raison aux environnementalistes, les agriculteurs sont montés.
Voilà, même quand la justice s'y met, ça fonctionne pas. Donc, je pense que ça va être montant, mais sur d'autres choses. Il y a les bassines aujourd'hui, mais il y a d'autres choses qui vont émerger sur les conflits de l'eau. Ça sera, entre ceux qui remplissent leur piscine ou pas. C'est le Ouais. gars dans un village, moi l'été dernier, dans le village dans lequel j'étais, il y a déjà des petites tensions alors que les gens s'aiment bien et cetera, mais on sentait des jalousies, des trucs parce que le potager du gars, il avait plus d'eau et ben, si son potager était en train de mourir, je suis désolé, pour lui, c'était vital. Alors que l'autre, son Il a sa, potager, sa voilà. piscine. C'est des petites choses, hein, mes fleurs, tes fleurs, enfin, c'est des trucs comme ça. Mais c'est fondamental, c'est vital. Voilà. Et à partir du moment où c'est vital, et ben, ça se décline un peu partout. Donc, oui, je crains qu'il y ait des. Je sais pas si ce sera une guerre, mais en tout cas, il y aura des tensions, des crispations fortes autour de ça. Merci. Agnès, le mot de la fin. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, on se dit au revoir. Au niveau géopolitique, ça Mm. a toujours existé, les guerres de l'eau, hein. Donc là, dernièrement, il y a des gros conflits entre l'Éthiopie, le Soudan, Mm. l'Égypte, parce que l'Éthiopie a construit un gros système de barrages et ça va priver le Soudan et l'Égypte d'eau. Et donc, les pays aval sont pas du tout contents. Et ça s'est toujours produit, ça continuera. Voilà, malheureusement. Merci beaucoup Agnès Ducharne, hydrologue et climatologue, directrice de recherche au CNRS, et Étienne Monin, journaliste à France Info au pôle sciences, santé et environnement. Merci beaucoup. Le chat, j'espère que cette émission vous a plu. J'ai lu pas mal de commentaires encourageants et positifs, donc je vous les transmets aussi. Merci beaucoup. Je suis très contente qu'on ait pu parler de ce sujet-là pendant toute l'heure, et puis on continuera, on refera des streams sur l'eau. On vous réinvitera si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. N'oubliez pas les replays vidéo sur Twitch et YouTube si vous avez manqué le début de l'émission. Le podcast audio aussi sur les applications de podcast. Et puis nous, on se retrouve vendredi, le chat, pour parler... Non, je dis des bêtises. On se retrouve lundi. Pardon, j'allais vous dire qu'on allait parler de la réforme des retraites vendredi, mais en fait, non, ça sera lundi, excusez-moi. Bonne soirée tout le monde, à lundi du coup. Ne bougez pas, je vais faire un petit raid. Je lance le générique de fin et je lance un raid. Salut! Alors, c'est pas